J'ai peut-être le même prénom que votre boulanger, vous connaissez peut-être mon visage qui était imprimé sur les derniers billets de 100 francs, vous connaissez aussi peut-être mon nom par la chanson de France Gall. Mais vous ne savez peut-être pas que je suis aujourd'hui un des peintres les plus chers du monde, puisque la fille de l'émir du Qatar aurait acheté un de mes tableaux 190 millions d'euros en 2012. Pourtant, je n'ai connu la célébrité que tardivement, mais j'avais dit, celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. Ernest Hemingway a écrit de moi que j'étais le plus grand de tous, et l'on peut lire sur le net que j'ai inventé la peinture du XXe siècle, ce qui est en partie vrai quand on observe ma remise en cause de la perspective, de l'illusionnisme et mes dernières toiles proches de l'abstraction. Mon père est banquier et me destine à faire du droit, mais je me passionne pour la peinture, aux grands dents de celui-ci qui méprise les artistes. Je pars à Paris la première fois à 22 ans et j'y rencontre de nombreux impressionnistes, mais je suis refusé à l'école des beaux-arts. Ma relation avec mon père, que l'on décrit comme borné et sévère, n'est pas simple, et je lui cache ma liaison avec Hortense Fiquet, et même la naissance de son petit-fils. Il n'apprendra son existence par hasard que des années plus tard et décide alors de cesser son soutien financier. Je participe aux premières expositions impressionnistes mais me détache rapidement du groupe dont je ne partage que l'ambition, le désir de nouveauté et la révolte contre les normes académiques. Je retourne m'installer en Provence où j'essaie de vivre de ma peinture, sans succès. Ma première période, que j'appelle moi-même période couillarde, est marquée par le romantisme de Delacroix et le réalisme de Courbet. J'y ressasse mes obsessions parfois macabres avec violence et désespoir. Les critiques du public devant mes œuvres sont généralement négatives, voire scandalisées ou moqueuses. En témoigne cet article de journal. L'artiste expose un paysage étrange qui démontre qu'il a été violemment impressionné par deux choses, les épinards et la cordonnerie. C'est en effet d'un verre à faire frémir, et un bouquet d'arbres qui se trouve au premier plan a tout à fait l'air d'une rangée de bottes contorsionnées par une horrible douleur. Je serai d'ailleurs toujours refusé au Salon de Paris, à qui je propose régulièrement des œuvres. Une exposition chez le célèbre marchand d'art Ambroise Vollard, alors très jeune, changera un peu les choses et me vaudra au moins l'estime des artistes. J'ai alors 56 ans. Ma vie de peintre raté a en partie inspiré à mon ami d'enfance, Émile Zola, un roman, L'œuvre, publié en 1886. Cette célèbre amitié était née dès notre enfance où, immigré italien, je le défends devant d'autres enfants qui le martyrisent. Il m'offrira en remerciement une pomme, symbole récurrent dans mon œuvre. Très proche toute notre vie, on raconte que je ne supporterai jamais ce roman, ce personnage de génie avorté, dans lequel je me reconnais et qui nous brouillera jusqu'à la fin. Primitif d'un art nouveau, selon mon propre mot, j'ambitionne de trouver les volumes, alors que mes amis me suggèrent de rendre mes personnages expressifs. En cela, je suis loin de l'impressionnisme et annonce déjà par mes recherches le fauvisme et surtout le cubisme. Picasso déclarera même « Il est notre père à tous ». J'aspire à résoudre le problème de la peinture sans recourir aux moyens du dessin ligne ni à celui du clair-obscur. Je suis un des premiers peintres à remettre en cause la perspective et les proportions, et je doute souvent, même si mon immense talent peut produire selon Léon Gard, des échecs qui restent supérieurs aux réussites de la plupart des autres peintres. Ma célèbre série de peintures de la montagne Sainte-Victoire témoigne comme jamais de ma volonté de structurer géométriquement le paysage, mais on me doit aussi la maison du pendu, les joueurs de cartes et de nombreuses baigneuses.